à tous. Donc, Christophe et moi-même sommes très heureux d'animer, modérer donc, cette première session consacrée donc, à la discrimination des personnes LGBT dans le champ de la santé. Donc thème éminemment important, hein, si on considère par exemple les défis qui restent à relever en termes d'accès à des soins adéquats, respectueux, accès à des soins adéquats et respectueux des identités, des orientations et des pratiques des populations LGBT. D'abord parce qu'il existe, et je pense qu'il faut le dire, encore une homophobie, une lesphobie ou transphobie chez certains professionnels de santé, comme dans le reste de la société d'ailleurs, mais aussi souvent simplement parce qu'il y a une grande ignorance, une grande méconnaissance en fait des certaines problématiques spécifiques à ces populations. Alors, on peut dire aussi quand même et souligner qu'il y a quand même des professionnels en fait qui se mobilisent. Hein, donc, je citerai simplement l'association des médecins gays ou psy gays. Mais il est évident qu'il reste un travail de sensibilisation à faire en faveur d'une approche non discriminante qui soit propice à minima au dialogue. Et comme je voulais terminer cette courte introduction par une note positive, j'ai repris cette phrase d'Oscar Wilde qui nous dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Voilà, merci Nathalie. Moi aussi, j'ai quelques petits mots quand même à dire, il n'y a pas de raison. Et après, on va évidemment laisser la parole à nos intervenants. On va effectivement beaucoup parler de discrimination, d'obstacles à la santé, de préjugés, d'injustice, etc. Mais je voudrais aussi rappeler le bonheur d'être gay, lesbienne, bi, trans, et toute la panoplie, avec aussi le fait que voilà, les gay games, c'est typiquement la preuve que quand la communauté s'en donne les moyens, et encore une fois, le mot communauté n'est pas un mot vulgaire, la communauté LGBT, quand elle s'en donne les moyens, voilà, peut produire des choses extrêmement fortes et des très belles choses. Ici, il y a 25 ans, je venais assez souvent avec ACT UP pour zapper le ministère ou d'autres institutions. Voilà, ironie de l'histoire. Mais en tout cas, pour réclamer des mesures d'urgence contre le sida, il n'aura échappé à personne qu'on vit dans une période quand même difficile. On a vu la dernière campagne de Santé publique France censurée, enfin en tout cas par certains maires, une campagne de aide aussi qui a été très critiquée. Donc il va peut-être falloir un moment ou un autre prendre la rue. Voilà, je dis ça comme ça. Et je voudrais aussi parler un peu de la résilience quand même de cette communauté LGBT, parce que face à toutes les épreuves, les mensonges, les pressions, les idéologies de domination, il ne faut pas oublier, jamais oublier que ce sont les combats des LGBT qui ont permis les avancées en matière de droit et de santé. Rien ne nous a jamais été donné. Enfin, je voudrais aussi dire que nous ne sommes jamais uniquement lesbiennes, gays, bi, trans. Manuel a expliqué qu'il était aussi membre d'une communauté blanche, grisonnante, un peu comme moi. Voilà. Et que donc ces journées, il faut aussi qu'on essaye de toujours penser d'autres. Bon, alors il y a ce mot d'intersectionnalité qui est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, qu'on essaye toujours de penser les combats des femmes, les combats des personnes racisées, des Noirs, des Arabes, des Maghrébins, et que voilà, il faut, je pense, aujourd'hui ouvrir tous les placards. Voilà, cette fois, maintenant, c'est dit. Maintenant, c'est dit. Alors, je donne la parole sans plus tarder donc, à Sarah Bénichou. Donc, vous êtes docteur en droit, spécialiste des discriminations. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre CV. Hein. Ouais, vous pouvez corriger, mais en tous les cas... Non, c'est vrai. Voilà. Mais vous êtes... donc, le doctorat, c'est peut-être un peu ancien, mais vous êtes surtout donc aujourd'hui... Pas tant que ça, finalement. Il n'y a pas d'âge, ceci dit. Hein. Merci. Pas d'âge. Pour le doctorat, je veux dire. Donc, vous êtes chef de l'unité accès aux droits et discrimination à la direction de la promotion de l'égalité et de l'accès aux droits chez le défenseur des droits. Donc, je le rappelle, Jacques Toubon. Donc... merci beaucoup d'abord d'avoir invité le défenseur des droits à ce colloque. Le défenseur des droits, vous ne le savez pas peut-être tous et toutes, hein, est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution qui a été créée en 2011 et qui est notamment concernée par les questions de LGBT-phobie au regard de son rôle de garant des droits et libertés, ce rôle qu'il déploie à travers deux missions, hein, la protection des droits où il va recevoir des saisines de toute la France et qu'il va instruire et auquel il va, le cas échéant, apporter des solutions, si notamment, au terme de notre enquête, on arrive à caractériser, par exemple, la discrimination. Et puis, effectivement, un rôle aussi de promotion des droits et de promotion de l'égalité, avec une dimension la plus préventive et plus collective. Et c'est notamment ce dont je m'occupe aux défenseurs des droits. On a 4 grands domaines de compétences et finalement, notre sujet interpelle éventuellement, alors
on va dire de manière plus ou moins ténue, nos 4 grands domaines de compétences, qui sont les questions de déontologie de la sécurité, par exemple, comment des policiers accueillent ou non des personnes LGBT qui souhaiteraient éventuellement porter plainte, et pas seulement pour des problématiques de LGBT-phobie, comment les personnes trans sont également prises en charge ou non en prison. Ça, c'est un de nos domaines de compétences. La question, évidemment, des relations des usagers avec les services publics, et on pense évidemment aux services publics de santé en la matière, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le 3e domaine de compétences, c'est les droits de l'enfant, et la question de la santé des jeunes LGBT, évidemment, éminemment concernés. Et puis enfin, la question de la lutte contre les discriminations, où là, évidemment, c'est une thématique sur lesquelles je suis spécialisée, comme vous l'aurez compris, et qui nous interpelle particulièrement au regard de notre sujet aujourd'hui. Et sur cette question, le défenseur des droits est en charge de faire respecter le droit national comme les textes internationaux de non-discrimination. Alors la discrimination, c'est quoi? On y met beaucoup de choses. En l'occurrence, on n'est pas compétent pour toutes les injustices du monde. La discrimination, c'est une différence de traitement qui va être articulée à un critère de discrimination inscrit dans la loi. Donc ça peut être le sexe, l'origine, l'âge, l'état de santé, mais également, par exemple, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et il faut que cette discrimination intervienne dans un domaine prévu par la loi, visé par la loi. Par exemple, l'embauche, la carrière, l'accès aux soins, l'accès au logement sont des thématiques qui sont abordées par le droit. Il faut savoir que le droit de la non-discrimination a énormément évolué en France depuis une grosse quinzaine d'années, on va dire, notamment sous l'influence du droit européen, et qu'auparavant, on entendait la discrimination de manière très idéologique. C'était la discrimination intentionnelle qui était sanctionnée, et aujourd'hui, une différence de traitement qui va être liée, par exemple, à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, va être sanctionnée quand bien même elle n'est pas intentionnelle. Et là, c'est toute la prise en compte par le droit de la dimension des préjugés et de leur mobilisation parfois inconsciente. De même, le harcèlement qui sera lié à un critère de discrimination sera caractérisé comme une discrimination, et donc une personne qui serait victime de harcèlement moral, par exemple à raison de son homosexualité, sur son travail par exemple, pourra saisir le défenseur des droits qui pourra investiguer sur la question. Alors la notion juridique donc de la discrimination s'est étendue, mais le droit ne peut pas tout néanmoins, et par exemple ce qu'on appelle les discriminations systémiques, qui est une notion davantage sociologique, donc c'est le fruit d'un rapport dialectique entre des préjugés, des discriminations bien sûr, mais également des inégalités sociales, vont largement échapper au droit. Et avec ce terme-là, on va chercher à viser justement l'effet cumulatif, interactif des diverses pratiques qui font système dans le marché du logement, dans le marché de l'emploi et plus globalement dans la société. Et on ne peut pas tenir une personne juridiquement responsable pour ces discriminations systémiques. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir être saisi sur ces questions, mais par contre, du point de vue de la promotion des droits et de l'égalité, on s'intéresse évidemment à ces questions, et notamment ce qu'on appelle les phénomènes d'auto-exclusion ou d'autocensure, évidemment, alimentent ces discriminations systémiques et en sont en même temps le résultat. Alors, tout l'objet de mon propos, que j'essaierai de respecter le timing, sinon je sais que je vais avoir des petites pancartes qui vont surgir, ce sera évidemment de regarder comment on a des déterminants extérieurs à la sphère médicale qui, en fait, ont un impact majeur, évidemment, sur la santé des personnes LGBT, et notamment les questions de discrimination, et enfin s'intéresser un peu plus, mais plus rapidement parce que l'intervenant d'après va approfondir cette question, la dimension accès aux soins et santé plus particulièrement. Alors, sur les déterminants extérieurs de santé, on peut se réjouir également, quand même. Notons que depuis 30 ans, ou 40 ans, les choses ont quand même considérablement évolué. En 2012, quand on fait des sondages, on a des taux de 90% des Français qui considèrent l'homosexualité comme une manière, comme une autre, de vivre sa sexualité. On a une législation qui a évidemment énormément évolué, vous le savez tous, mais y compris à la loi sur le mariage pour tous. Et en même temps, on a vu que pendant l'adoption de cette loi, un certain nombre de propos et de violences homophobes ont émaillé les débats et ont pu justement finalement montrer de manière un peu plus visible, un peu plus médiatique, l'ampleur quand même des préjugés et des discriminations qui restent, qui persistent et qui évidemment sont susceptibles évidemment d'affecter la santé des personnes LGBT. Donc nous, aux défenseurs des droits, on a cette visibilité, si je puis dire, sur ces discriminations persistantes, sur la mobilisation de ces préjugés, leur traduction en actes, si je puis dire. Il y a évidemment de multiples déterminants, l'environnement familial, le travail, les amis, le lieu de résidence, qui compte également énormément sur la vigueur des préjugés qui vont être véhiculés. Mais on a quand même une persistance assez forte des discriminations, et quand bien même on peut noter les progrès,
Quand on regarde les études de l'Agence des droits fondamentaux, par exemple, on sait que 40% des personnes LGBT vont déclarer avoir subi des discriminations ou harcèlement dans l'année qui précède, et on monte à plus de 50% pour les personnes trans, par exemple. Nous-mêmes, on a fait des études qui montrent que quand on interroge l'ensemble des salariés et des agents, hétéros ou homo, là pour le coup, ils vont dire à 30% que c'est quand même risqué de dévoiler son orientation sexuelle, par exemple au travail, parce qu'on peut avoir des effets négatifs dans la carrière. Et nous, à travers nos saisines, on aperçoit bien comment on a des cas très concrets et on voit bien éventuellement l'impact que ça peut avoir sur la santé des personnes concernées. Alors, on a reçu à peu près 95 réclamations l'année dernière sur des discriminations liées à l'orientation sexuelle, moins évidemment sur la question de l'identité de genre. Évidemment, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Hein. On sait très bien aux défenseurs que les victimes de discrimination particulièrement font rarement malheureusement des démarches pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. Et chez les personnes LGBT, c'est plus particulièrement le cas parce qu'il faut se dévoiler, il faut se reconnaître comme victime, parce qu'il y a une forme aussi de banalisation des actes qu'on peut parfois subir, parce qu'on fait aussi le choix parfois de faire profil bas pour éventuellement ne pas subir une escalade en la matière. Alors, je voulais juste vous présenter quelques cas dont on a été saisi qui illustrent à la fois le travail de notre institution, mais également la problématique des discriminations et l'impact que ces discriminations qui interviennent dans tous les champs du quotidien peuvent avoir évidemment sur la santé derrière. Donc, j'ai juste pris quelques exemples dans les 2 dernières années. L'exemple d'une discrimination à l'embauche pour un coiffeur qui reçoit de manière, si je puis dire, c'était une erreur de SMS et qui reçoit un SMS de son manager où il y a marqué c'est un PD, ils font tous des coups de pute, je ne le reprendrai pas. Donc évidemment, le lendemain, il n'a plus de travail. Évidemment, on a instruit, évidemment, il y a un procès qui va avoir lieu parce que cette personne a saisi les tribunaux. On est au niveau de l'appel aujourd'hui. Une autre affaire auquel je pense, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est des faits de harcèlement et de discrimination liés à l'orientation sexuelle également pour une personne qui était cadre dans une banque et qui a subi un harcèlement. Le défenseur a fait une enquête qui recevait régulièrement des mails de ses collègues et de son supérieur hiérarchique à connotation sexuelle, donc pendant des années. Qui également ne recevait pas la rémunération qui lui était due, notamment en termes de primes, alors qu'il avait d'excellents résultats, et qui a fini, et là on voit bien l'impact que ça peut avoir sur la santé, par accepter un plan social, d'être dans le plan social, si je puis dire, de l'entreprise. Et en réalité, au terme à la fois de l'enquête du défenseur qui a produit des observations devant le tribunal que la personne avait saisi, le fait qu'il avait admis, si je puis dire, d'être dans le plan social a été évidemment requalifié. Le harcèlement et la discrimination ont été constatés. Et cette personne a finalement touché plus de 600 000 € de dommages et intérêts, ce qui montre aussi l'importance de se battre et de se faire reconnaître à un moment donné ses préjudices. 2 autres affaires pour juste vous montrer la... Pardon ? C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Mais par rapport à l'ampleur des affaires qu'on a, c'est déjà, je peux vous dire, une victoire importante. Et j'espère qu'elle sera dissuasive pour la banque, qu'elle mette en place un certain nombre de choses, parce qu'y compris médiatiquement, il y a eu un petit peu de retentissement également. Vous la citez, vous. Voilà, BNP. Ça m'arrange bien. Que ce ne soit pas moi, puisque nous respectons, nous, l'anonymat de nos décisions. Voilà, donc c'est vous qui l'avez dit. C'est son côté ectopien, et ça ne l'a pas quitté. En fait. Et journaliste. Alors, je voulais juste finir sur 2 affaires qui illustrent. Refus de louer une salle de mariage pour un couple de femmes donc de lesbiennes. Donc là, on voit bien comment ça a été accepté puis finalement refusé quand la personne, la propriétaire du château a compris à qui elle avait affaire. Et puis une autre C'est pas affaire. Sablé sur Sarthe, non? Je ne dirai toujours rien. En l'occurrence, je ne crois pas. Une dernière affaire sur les personnes trans, où là, une personne qui n'arrive pas à obtenir de pouvoir souscrire un contrat d'abonnement à un service de téléphonie, donc juste avoir un téléphone portable, c'est quand même assez pratique dans la vie aujourd'hui, du fait de la discordance entre ses documents d'identité et son identité de genre. Et là encore, le défenseur des droits est intervenu. Donc on voit bien, là, on a 4 situations... On a 4 situations très différentes dans des domaines quotidiens et très variés. Et on voit bien quand même l'impact que ça peut avoir, parce que c'est aussi des démarches à faire en plus pour obtenir en fait un droit auquel on devrait accéder assez facilement.
évidemment, sur ces affaires-là, on voit bien que la discrimination et de manière plus générale, les préjugés auxquels on peut être confronté vont dépendre largement du fait que si on est out ou non, hein, on ne va pas évidemment être confronté aux mêmes problématiques. Si on est out, on a évidemment toute la palette de préjugés, de discrimination et de violences qu'on peut connaître, sachant qu'on n'est pas forcément out dans toutes les strates de sa vie sociale, hein, et que notamment sur la voie publique, on le sait encore aujourd'hui, on est rarement out quand même, on se balade rarement main dans la main quand on est un couple gay ou lesbien, en dehors en tout cas de certains quartiers peut-être parisiens. Et puis quand on n'est pas out, il y a évidemment les problématiques sur l'estime de soi et l'autostigmatisation, mais le stress d'être découvert, le coût de la dissimulation est effectivement très important, on le sait, en termes d'une espèce d'épuisant exercice de travail qui nous isole, hein, notamment dans la sphère de l'emploi où en fait on partage beaucoup son quotidien, sa vie privée, ses vacances avec bidule, son week-end, son ciné, etc. etc. Donc, je voulais juste faire un tout petit aparté sur la question des jeunes LGBT. Le défenseur des droits est en charge de la défense et de la promotion des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée prévoit le droit au développement et le droit à la non-discrimination pour les enfants. Et on sait aujourd'hui en France que la situation des jeunes LGBT est loin d'être idéale. C'est évidemment une période particulièrement critique, hein, eu égard notamment à l'importance de la norme et des stéréotypes de genre, notamment à cet âge, et c'est encore un tabou fort, hein, dans notre société. Il y a quand même des sondages un petit peu alarmants auprès des jeunes, hein. 45% des jeunes qui resteraient le meilleur ami d'une personne qui leur dirait avant j'étais ton ami mais en plus je suis homo, en fait il y en a la moitié qui ne sont plus amis de cette personne. C'est quand même énormément de monde, c'est quand même y compris peu invitant au dévoilement, hein, pour les jeunes en question. Et dans les familles, ça reste évidemment largement un tabou. Et c'est en ce sens, hein, que notamment le Comité des droits de l'enfant a demandé à la France d'être plus actif sur la lutte contre les stéréotypes de genre et la lutte contre le harcèlement, notamment à l'école. Donc il y a évidemment nécessité, parce qu'on le sait, quand on est dans un environnement, une école, une entreprise qui affiche une politique de lutte contre les discriminations, notamment liées à l'orientation sexuelle, qui va sanctionner le harcèlement ou les discriminations, eh bien c'est plus facile d'y vivre tout simplement et de faire le choix ou non d'ailleurs de s'y dévoiler si on le souhaite. Et c'est pour ça d'ailleurs que le défenseur des droits promeut, hein, toute une action pour lutter, pour faire reculer les LGBT-phobies. Je pense rapidement à un avis que le défenseur a pu prendre, par exemple, sur les enfants intersexes. On en a parlé tout à l'heure, c'est un avis très récent sur tout le protocole médical dont ils peuvent faire l'objet. Je pense à un avis sur le changement de sexe à l'état civil des personnes trans, puisque ces personnes trans, du fait de la discordance très importante pendant de longues années qu'il va y avoir entre leurs documents et leur identité de genre, vont être exposées au outing permanent, hein, d'abord, et puis ensuite éventuellement aux préjugés, aux discriminations et à la violence. Et on a recommandé qu'on passe à un système d'autodéclaration. De fait, la loi a récemment évolué, c'est une bonne chose, en enlevant les conditions médicales qui étaient auparavant exigées. Et on verra maintenant comment c'est mis en œuvre, mais ça devrait quand même améliorer le sort des personnes trans qui, pendant des années, hein, devaient justement faire face à des discriminations extrêmement importantes de ce point de vue-là. Et je pense enfin à un guide qu'on va bientôt ressortir sur la question des LGBT dans l'emploi pour justement favoriser leur bonne intégration. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, et qu'effectivement tout ça a un impact, hein, sur la santé des LGBT, je ne reviendrai pas sur leur surexposition à un certain nombre de risques ou de problèmes de santé, ce sera abordé plus tard. Nous, il se trouve qu'en matière dans la sphère médicale à proprement parler, on n'a pas, nous, reçu de saisine, hein, qui mettent en cause le personnel de santé ou des structures médicales pour on va dire leur attitude ou des mots qui auraient été prononcés, voire même des refus de soins, hein, parce que ça pourrait aller jusque-là. On a reçu des choses autour des refus de soins, mais qui ne sont pas nécessairement, pour le coup, liées à l'orientation sexuelle. Mais évidemment, hein, je le redis, nous sommes la partie émergée, si je puis dire, et sans doute que les personnes cherchent avant tout, parfois, à obtenir ces fameux soins plutôt qu'à faire des démarches pour démontrer ce qu'elles ont pu vivre et subir et le faire reconnaître. Donc juste pour finir sur ce point-là, vous dire qu'en matière d'accès de soins, nous on a fait des travaux sur un certain nombre de populations et on sait qu'il y a les problématiques de catégorisation qui existent. A priori, les médecins, comme l'ensemble du personnel médical, sont aussi des humains comme les autres, hein, donc sont aussi dans notre société émergés dans ces préjugés et notamment la norme d'hétérosexisme est assez forte en la matière et on a donc des problématiques, on va dire sinon
de catégorisation, de préjugés, mais également de différenciation positive ou négative qui peuvent aller jusqu'au refus de soins. Et puis, le deuxième point, c'est évidemment la nécessité pour les médecins d'avoir une connaissance très importante de leurs patients, de leur personnalité, de leur vécu, de leur situation, pour pouvoir tout simplement individualiser leur traitement et faire en sorte que leurs patients reçoivent les meilleurs soins. Et pour ce faire, ça veut dire que quand même la relation patient-médecin doit être évidemment extrêmement bonne et qu'un climat de confiance doit garantir finalement le fait de pouvoir, par exemple, se dévoiler devant son médecin sans craindre que celui-ci divulgue éventuellement cette orientation sexuelle. Et c'est pas la même chose, évidemment, d'aller chez son médecin à Paris que d'aller chez son médecin peut-être dans une plus petite ville. Et je pense également à l'outre-mer, où la question des LGBT-phobies est extrêmement forte et où c'est difficile de garder un secret. Donc on a des obstacles majeurs, voilà, comme ça, qui sont très clairement identifiés sur l'accès aux soins. Les préjugés des uns, l'autocensure ou la peur d'y aller aussi chez les autres parce qu'on a eu déjà une mauvaise expérience, parce qu'on sait qu'on vit dans un climat homophobe. Et à cet égard, je voulais insister sur les personnes lesbiennes, dont on sait qu'elles fréquentent moins notamment les services de gynécologie, parce que notamment certains aussi pensent qu'elles sont moins exposées aux IST, mais surtout parce qu'elles ont rencontré des discriminations et des préjugés lors, par exemple, de premières démarches. Et je pense également aux personnes trans qui vivent vraiment des difficultés particulièrement importantes avec des refus de soins qui peuvent nous être rapportés, notamment dans le cadre de notre comité d'entente LGBT avec les associations. Ça vient compléter notre regard sur les saisines. On a des remontées de ce type-là. Et je pense encore à nouveau aux personnes trans, évidemment, au regard de l'éventuel parcours de transition qu'elles peuvent entamer. Et où là, dans le cadre du protocole public notamment, on sait qu'il y a des difficultés importantes, une longueur importante, et y compris des conduites à risque pour justement, avec cette longueur de ces exigences du protocole public, on va éventuellement sur Internet, ailleurs, chercher à s'automédiquer soi-même avec les risques que ça comporte. Donc je terminerai juste là mon propos en laissant mon successeur approfondir les questions de santé, en insistant sur la nécessité de prendre en compte la diversité, si je puis dire, à la fois de la communauté LGBT, mais la diversité des facteurs déterminant la santé des personnes LGBT. Il y a évidemment l'orientation sexuelle, elle compte, et on vient de le voir tout du long, si je puis dire, de mon intervention, en tout cas j'espère. Mais il y a également la question de l'âge, on a parlé des jeunes, on aurait aussi pu parler des seniors, notamment dans les centres médico-sociaux quand on est relativement âgé. Il y a les questions évidemment d'environnement géographique, je le répète, c'est pas pareil d'habiter à tel endroit ou tel endroit, sur la question de l'orientation sexuelle, mais tout simplement sur la question de l'accès à la santé. On sait qu'il y a des déserts médicaux, on sait qu'il y a des endroits où c'est compliqué d'avoir accès à certains médecins. Alors donc en plus, il faut chercher le médecin gay-friendly du coin, ça devient quand même assez compliqué. Et donc il y a vraiment la nécessité de prendre en compte l'ensemble de ces déterminants. C'est ce qu'on appelle l'approche intersectionnelle, et vous en avez parlé tout à l'heure, parce que évidemment, ils sont facteurs majeurs de l'état de santé, mais aussi du rapport aux soins qu'on peut avoir. Et c'est normalement, si je me rappelle bien, tout l'objet de la médecine que d'individualiser ce rapport aux soins. Je vous remercie. On va tout de suite donner la parole à Nuno Pinto, donc, qui est le président de ILGA Europe au Portugal. ILGA Portugal, pardon. ILGA, c'est International Lesbian and Gay Association, donc un peu un espèce de lobby, on va dire gay, pour faire un peu comme ça. Nuno va nous présenter une action, un projet qu'il mène, donc Health for LGBTI, donc est un projet pilote de recherche financé par l'Union européenne et qui vise à mieux comprendre notamment les expériences spécifiques des personnes LGBT en matière justement d'inégalité en matière d'accès à la santé. Voilà. Nuno, vous avez la parole. J'ai mal prononcé ton prénom, excuse-moi. Thank you. Good morning, everyone. First of all, on behalf of the project Health for LGBTI people, I want to thank to the organization of this so relevant and important conference for inviting us. Just one very quick clarification. Although I'm here in the program as chairperson of ILGA Portugal, and I am, I'm here representing, I'm a consultant of ILGA Europe in this project, Health for LGBTI people, which is the first pilot project of the European Commission focused specifically on the health of lesbian, gay, bisexual, trans, and intersex next slide. So before
I will present the project. The project is ongoing. It's a 2-year project. Started 1 year ago, and it will end in March 2018. And before presenting the project, its aims, its tasks, and the expected final products, a quick comment, of course, on why a project like this is needed, and also on why events such this conference are needed. And we know that because of discrimination, because of stigma, because of social exclusion and invisibility, LGBTI people experience significant health inequalities. We know that homophobia and transphobia set severe risks for our well-being, for our mental health, but also for our physical health and for our social well-being. We know, for example, the higher rates of suicide attempts among LGBTI people, particularly if we focus on LGBTI youth or specific groups within the LGBTI spectrum, such as trans or intersex people. And we also know that most healthcare professionals are not prepared in terms of knowledge, awareness, or their attitudes and skills to deal with this reality. And we know that too often discrimination and stigmatization occurs within health and social care services, and in many cases, stigmatization and discrimination are promoted by healthcare professionals themselves. So, according to this, next slide, the aims of this project are to gain a better understanding of the specific health inequalities experienced by LGBTI people, focus in particular on intersectionality that Sarah was talking about. This is on the overlapping inequalities stemming from discrimination and unfair treatment on the grounds of sexual orientation, gender identity, and sex characteristics, together with other grounds. And we are talking about older, younger people. We are talking about refugees and immigrants, people with disability, and people living outside the big cities or people living in poverty. And also another aim to gain a better understanding of the barriers faced by health professionals themselves when providing care to LGBTI people, and also to raise awareness about the needs of LGBTI people and provide healthcare professionals with specific tools to ensure that they have the right skills, awareness, and knowledge to overcome the identified barriers. So, next slide. This project was appointed by the European Commission to a consortium, to a partnership composed by organizations and institutions from different member states. So the leader of the project is the Verona University Hospital, University Teaching Hospital in Italy, University of Brighton and its Center for Health Research in the UK, the National Institute for Public Health in Poland, ILGA Europe, the European region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, and finally Hero HealthNet, health inequalities network based in Brussels. So this next slide. The project is organized in 5 main tasks. I will present very briefly each one of the tasks and then with more detail. The first 2 tasks that already are almost done were focused in the gathering, in collecting material, analyzing and organization of this material. We collected scientific literature in this field together with grey literature from the 28 state members, while in task 2, we did 12 focus groups organized in 6 member states, 6 focus groups with LGBTI people and 6 focus groups, 1 in each country, with health professionals. So the aim of task 3 will be, is the development of training materials that are based on the results from task 1 and task 2. And these training materials will be piloted again in the same 6 countries, and that will be task 4.
And task 5 refers to the entire communication strategy and the organization of a final conference in 1 year. Just some detail about task 1 and task 2 that are almost done. The overall aim of task 1 was to conduct this state-of-art review on health inequalities faced by LGBTI people, and in the end, a state-of-art synthesis report will be delivered and will be public. And the review included 2 components, and this is one of the main added values, I think, of this project. Is in one end, we did a scientific review of relevant primary research literature published on academic peer-reviewed journals in the last 6 years. And we followed standard protocols for scientific review, and the review was focused on what is known in academia about health inequalities faced by LGBTI people. On the other end, we did a review of gray literature. This is relevant legislation, policies, practices, programs, projects, initiatives, surveys, or reports that are not indexed in scientific databases. And that comes from European institutions, international organizations, but also from civil society and governments in the 28 member states. And as you can see here in this graphic, to achieve this, we did not only a review of the European grey literature, but also a rapid review in each member state. And this rapid review was done in each country, including here, of course, in France, by an LGBTI organization or by an expert on LGBTI health, always in strict collaboration with us, with ILGA Europe. So all this valuable and rich information collected within Task 1 informed the production of this final report that will be per se a product of the project, but also a way of inform the creation, the production of the training models that will be public to be used across Europe in the end. So the results of these are not public yet. I can share some things that you already know that we would probably find. Things such as, it's clear that health inequalities experienced by LGBTI people occur due to the consequences of a complex interaction of environmental, social, cultural, and political factors. For example, in countries where LGBTI people are highly stigmatized, the health outcomes of LGBTI people are significantly reduced compared to countries where they are less stigmatized and where people have equal rights and protection against discrimination. Of course, that our health depends also on what happens in a big level. And health inequalities include, among others, higher risk for mental distress, this was very clear, suicidal ideation and suicide, substance misuse or self-harm, but also higher risk for some physical disease, such as certain types of cancers that are somehow related to minority stress. And the findings revealed also a number of barriers faced by LGBTI people when accessing healthcare. For example, prejudicial attitudes and discriminatory behavior from health professionals or staff, poor communication, humiliation, denial of access to certain treatment, invisibility, etc. In particular, trans and intersex people face significant barriers in healthcare. And this is, I think this is obvious for everyone, that this probably in terms of access to health and in terms of health experience, trans and intersex within the LGBTI population are the 2 groups who have the most urgent needs. In case of intersex people, we talk about severe violations of human rights. When we talk about the so-called normalizing surgeries to intersex babies and children. So this is a very general overview on the results, and they will be described in much more detail in this report that will be public. So on the task 2, so next slide please, yes. The overall aim of this task was to conduct 2 focus group studies to map the barriers faced on one hand by LGBTI people and on the other hand by health professionals in 6 European member states, representing diverse geographical regions of Europe. So next slide please.
52 LGBTI people and 51 health professionals from UK, Italy, Belgium, Poland, Lithuania, and Bulgaria participated in these focus groups, organizing in these 6 countries. The results of this task are still being concluded, but we can already say things that most of you already know. LGBTI people in this study reported believing that many healthcare professionals are not prepared or knowledgeable of LGBTI issues as they should be, and this is particularly true for trans and intersex people. And when LGBTI people did seek healthcare, fears of negative experiences, often based on previous experience of discrimination, meant that some felt unable to be open and honest with healthcare professionals. So people stay in the closet, people lie about who they are, people lie about their behaviors because they fear discrimination, because they had previous discriminatory experiences, or they know other people that have negative experiences. On the other hand, most healthcare professionals believed that outright discrimination and refusal of treatment of LGBTI people no longer exists. And sometimes they are not aware that themselves do promote stigma and do promote discrimination. So there is different views coming from LGBTI people and healthcare professionals. The good news is that both LGBTI patients and healthcare professionals agreed that training on the LGBTI issues, both for students and for existing professionals, should be mandatory, and that it should cover all staff on healthcare facilities. Again, this report, we don't know yet if the report about the focus groups will be public. It depends on the commission. For the activists here and for people working in this field, we recommend to stay tuned, because this report can be a very powerful advocacy tool for people working in this field. So task 3, so next slide please. In the end, the main objective of this task will be to develop a validated training model for healthcare professionals to be used across Europe, informed by both the state-of-the-art review and focus groups, while taking into account the existing and, where relevant, validated training models across Europe. And next slide, please. As you can see here, the process of developing this, we are now working in this. The process of developing these training models includes various steps. The definition of the methodology, review of the existing training models across Europe, definition of content and structure, preparation of training materials, then ethical approval by the Ethical Approval Commission in Italy, and then they will be pre-piloted in Verona. Then they will be consulted on the European Commission, and our advisor board will be consulted. Then they will be refined, and then they will be ready for the next task that will be, and then they will be pilot again. And that will be task 4. So next slide, please. Yes. And in the end, these models will be again piloted in the 6 countries where we did the focus group, with a view to assessing the acceptance and the effectiveness of these models across potentially diverse European settings and different target groups. And I will be happy to answer any question, of course. Merci Sarah, merci Nuno pour vos interventions. On a 15 minutes de questions. La difficulté, c'est toujours la même. Qui pose la première question? Donc si vous voulez, je vais commencer. En fait, je voulais demander à Nuno, en fait, le projet implique 6 pays européens de l'Union européenne et pas la France. Ah. Pourquoi, vous savez? So the project includes all member states. There are 2 tasks. So in task 1, we did rapid reviews from every country, and there was 1 person in every country collecting data about what is happening on LGBT health. For instance, if this conference happened
1 or 2 years ago, we will have the record of this conference there. So everything that happened on LGBT health is there in every country. And then it was not, we have to choose 6 countries. So Belgium, Italy, and UK, because we have members there of the project. And then we have to choose another 3, Lithuania, Bulgaria, and Poland, because of its geographical importance to have diverse data. So France is included, every state member is included in the project, yeah. Michael Borot. Je vais vous demander de vous présenter, mais Michael Borot, tout le monde le connaît. Donc une question concernant la défense des droits. Quand est-ce que la France a introduit ce dispositif et est-ce qu'il y a une coopération avec les pays limitrophes européens? Alors le défenseur des droits, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été créé en 2011, mais il a succédé sur le champ de la lutte contre les discriminations à la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui avait été créée en 2004. Et la création de la HALD, et donc derrière du défenseur des droits, est notamment le résultat d'une directive européenne qui, notamment en matière d'origine et de sexe, a demandé, a exigé des États membres qu'ils créent des dispositifs qui permettent justement d'appuyer les victimes de discrimination pour étayer les dossiers. Ça, c'est pour répondre à votre première question. La deuxième question, en l'occurrence, il y a un réseau européen qui s'appelle Equinet, qui est un réseau européen des organismes de lutte contre les discriminations au sein de l'Union européenne et qui travaille donc de concert. Et en l'occurrence, il se trouve que je suis membre du conseil d'administration et donc la semaine prochaine, par exemple, je rencontre l'ensemble de mes collègues et on essaye évidemment de discuter ensemble, de partager ensemble nos expériences et sur les questions LGBT notamment. On a évidemment des disparités très fortes entre les pays. Et l'idée, évidemment, c'est que les pays qui ont à la fois des législations plus avancées, mais également des expériences peut-être plus importantes aussi sur le développement d'actions de promotion, justement, de l'égalité, puissent transférer à ceux qui soit vivent dans des environnements plus hostiles aussi, et ceux qui ont, on va dire, des problématiques encore assez qu'on a déjà nous par exemple traitées, on essaye d'échanger nos pratiques pour essayer d'avancer ensemble et de faire progresser les droits des personnes LGBT en Europe. Une question. Vous l'avez déjà dit, la situation pour les personnes LGBT est très différente dans les différents États européens. Est-ce que c'est une question pas très diplomatique que je vais poser? Est-ce que vous pouvez répondre de manière plus diplomatique? Est-ce que vous avez l'impression que vos collègues en Pologne et en Hongrie et Bulgarie se battent bien? Pour dire les choses très honnêtement, pour le coup, mes collègues se battent beaucoup et ont beaucoup à se battre. Voilà, c'est-à-dire que et d'ailleurs, c'est pour eux très important de nous voir régulièrement pour prendre du courage et de l'énergie aussi auprès de nous, qui sommes un peu la galaxie de l'égalité en Europe aussi, hein, et pour retourner se battre. Voilà, parce qu'ils ont y compris des difficultés liées aussi non seulement à des législations qui sont extrêmement problématiques dans leur pays, mais également à des baisses budgétaires très importantes pour ces organismes de promotion de l'égalité. Je sais par exemple que ma collègue polonaise dernièrement nous racontait en début d'année combien la présentation de son rapport d'activité en tant qu'institution devant le Parlement, qui se faisait chaque année, était particulièrement chahutée, et notamment en raison des prises de position de l'organisme en faveur des droits des personnes LGBT en Pologne. Hugues. Oui, Hugues Fischer. J'aurais une question à poser, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un pour y répondre, en l'occurrence, parce que finalement, cette question de discrimination ou de comment dirais-je, de difficulté d'accès aux soins pour les personnes LGBT, la plupart du temps, j'ai un peu l'impression, ce qu'on voit dans pas mal d'enquêtes, j'ai un peu l'impression que ça se pose surtout en termes de renonciation à des soins. Et que là, en l'occurrence, évidemment, malheureusement, ça n'aboutit pas aux défenseurs des droits. Et que, mais c'est peut-être la partie cachée de la question. Je ne sais pas si quelqu'un peut
commenter. Nathalie, peut-être, sur les enquêtes. Non, mais en fait, bon, pour dire la vérité, je connais très mal le sujet. Bon. J'ai pas osé refuser l'invitation de Gérard, mais j'ai regardé en fait effectivement les chiffres. Alors peut-être France sait plus que moi, mais il y a probablement quelques chiffres sur le renoncement aux soins, mais enfin il y a des données sur le renoncement aux soins, mais j'en connais pas qui concernent plus spécifiquement en fait les populations LGBT. Et en préparant ces jours-ci, là, très rapidement, en fait, j'ai cherché en fait quelques chiffres. Alors je vais vous donner les 2 ou 3 que j'ai trouvés. Donc en fait, je suis retombée sur une enquête effectivement par auto-questionnaire qui avait été réalisée par SIDA Info Service en 2013. Et effectivement, dans cette enquête, il y a 18% donc, des personnes qui ont répondu, qui ont déclaré avoir déjà été discriminées par des professionnels de santé en raison de leur orientation sexuelle. Et 56% déclaré qu'ils préféraient ne pas révéler leur homosexualité à leur médecin pour éviter justement tout risque de discrimination. Et je trouvais que ce 56%, il était assez intéressant parce qu'il m'a renvoyé aux 52%, je crois, de l'enquête de Karen Champenois sur les opportunités manquées de dépistage. Et en fait, je crois que Karen, justement, avait montré que donc 52% des HSH, puisque là, il s'agissait de HSH, avaient déclaré ne pas révéler en fait leur homosexualité, enfin leur orientation sexuelle à leurs professionnels de santé. Et le chiffre était encore plus important quand il s'agissait du médecin généraliste. Et donc voilà, donc on avait conclu que c'était des opportunités supplémentaires manquées en fait d'offres de dépistage. Alors bon, ce que je disais en introduction, c'est que les médecins ne sont pas toujours très au fait des problématiques de ces populations, mais quand même, le fait de le savoir, on peut a priori considérer que ça peut aussi améliorer l'offre. Donc voilà les quelques chiffres que moi j'avais, mais peut-être certaines personnes dans la salle peuvent compléter. Il y a eu les données de l'enquête VESPA, mais je pense qu'ils seront présentés un peu plus tard. Non, donc qui avait montré en fait, enfin qui avait interrogé cette question de la discrimination sur le format en fait de ce qui avait été fait dans l'enquête de l'INED, l'enquête Théo, trajectoire et origine. Et alors, j'ai plus les chiffres en tête. Je crois que dans Théo, c'était 20% des personnes interrogées qui déclaraient qu'elles avaient subi des discriminations. Et je pense que dans VESPA, mais ça France pourrait le dire, c'était un peu plus, c'était autour de 26%, dont une partie c'était pour des questions pas liées simplement au statut sérologique, puisqu'ils interrogeaient des personnes séropositives, mais aussi en partie liées à l'orientation sexuelle, mais aussi, ce que vous l'avez évoqué, des raisons liées à l'âge, à la couleur de peau, bien entendu, et tout simplement d'ailleurs au statut social. François avait une question, je crois. Oui, bonjour, je m'appelle François Berdugo, je suis étudiant en santé publique et je suis militant associatif. J'ai une question pour vous deux, enfin une remarque et une question sur le rôle et la place des professionnels de santé. Madame Bénichou, vous en avez parlé un peu. Bien souvent, il n'y a pas forcément de la discrimination, mais il y a une méconnaissance, une absence de sensibilité et, disons, les questions de santé de nos groupes de population sont un angle mort. Et je voulais savoir, mais d'ailleurs comme plein d'autres en fait, c'est pas lié que au LGBT. Voilà. Et donc je voulais savoir dans quelle mesure le défenseur des droits et aussi dans quelle mesure ce projet européen pouvait contribuer à faire du lien, travailler avec les instances professionnelles de santé, dans la sensibilisation et dans le fait, et aussi y compris beaucoup sur la formation des médecins et des autres d'ailleurs, parce qu'on parle des médecins, mais il n'y a pas que les médecins. Il y a aussi les autres professionnels de santé et les professionnels du travail social également et du travail éducatif. Et je voulais savoir comment, d'une part, le défenseur des droits et d'autre part, ce projet pouvait être des leviers de sensibilisation à ces groupes professionnels. Voilà, merci. Je commence. D'abord, souligner qu'au niveau de notre institution, on est très attaché, on est très heureux d'ailleurs d'être là, sur l'articulation qui est nécessaire entre, on va dire, la politique publique, la recherche, le milieu associatif, et qu'il y a une synergie à trouver dans cette articulation-là. Alors, cette invisibilité dont vous parlez et ce manque de sensibilité, on va dire, et de sensibilisation du personnel de santé, on le relève sur beaucoup de populations, en vérité. On va prochainement publier un rapport sur la question des relations entre les médecins et les patients précaires, par exemple, et évidemment on voit la force de la catégorisation derrière de la différenciation
en positif ou en négatif d'ailleurs, qui peut y avoir, et la méconnaissance évidemment de ces populations. Donc on voit bien comment le patient type qui soi-disant existerait n'existe d'ailleurs en fait assez peu, et le défenseur des droits essaye justement de faire ce travail, alors pas forcément évidemment sur l'ensemble des critères qui sont couverts ou des déterminants de cet accès aux soins. On travaille en tout cas beaucoup sur les refus de soins, en l'occurrence, en tant que tels, quels que soient les critères de discrimination concernés. On a notamment travaillé avec Ed dans le cadre de son rapport sur tout ce qui est lié aussi au VIH, hein, on a, nous, observé des pratiques problématiques en la matière, mais également aussi sur tout ce qui est CMU, CMUC, AME, et on sait très bien que ces questions-là, évidemment, être LGBT et avoir en plus, par exemple, ce statut d'assuré social va renforcer très fortement, on va dire, les possibilités, sinon de discrimination, en tout cas de différenciation. Voilà, on va être plus rapidement traité, pas avoir un rendez-vous forcément à la bonne date, et donc on va essayer de publier un certain nombre de fiches, et on travaille avec les ordres des médecins en la matière, l'ordre des médecins, l'ordre des chirurgiens dentistes notamment, pour les sensibiliser à ces effets de catégorisation et à la question derrière des refus de soins qui, je le répète, non seulement sont interdits parce que c'est une discrimination, mais explicitement interdits en tant que tels, hein, dans notamment le Code de la santé. Voilà. Donc on essaie de travailler comme ça, mais je pense que de ce point de vue-là, l'étude qui va être fournie, et notamment il faudra regarder, nous, les résultats aussi sur la France, hein, puisqu'il va y avoir un travail spécifique, vous avez posé la question. La revue littérature porte aussi sur la situation des LGBT en France et les remontées de terrain aussi, je crois, nous sera évidemment très utile pour mobiliser les ordres derrière, leur faire connaître ne serait-ce que ces résultats et participer à disséminer ces résultats auprès des ordres. Et après, il faut que des ordres, si je puis dire, ça descende aussi en bas, et c'est aussi, c'est aussi toujours une difficulté que nous pouvons rencontrer. Mais voilà, c'est travailler aussi avec les acteurs, les professionnels de santé directement, en l'occurrence, sur ces questions. In terms of the project, as far as I understood your question, yes, the main delivery of the project will be training materials for health professionals, and they will be the way we are trying, because this is a challenge. There are many health professionals working in different fields, in different specialities, so we are trying to create training models that can be adapted to GPs and also to for people, for instance, that are expert in trans care or people working with HIV. France, in fact, is one of the countries with most work on HIV, as we found. But at the same time, what was, for instance, in these focus groups that we did, both with LGBTI people and healthcare professionals in 6 very different countries among Europe, one of the conclusions is that, and this comes directly from health professionals, for a need to change, they are with their hands tied in some point, and a need to change for change in terms of institutional culture. And in terms of public authorities, in terms of protocols, in terms of this is needed, of course, and this comes directly from health professionals that they say, of course, we need to change our behavior, and for that we need training, but that's not enough. And I can give you now, talking about as a Portuguese LGBT activist. For instance, in Portugal, we'll have very soon, I hope, the second law in Europe for sure, but I believe worldwide, that will ban surgeries to intersex babies. The only country now is Malta, and we have a law that will be presented in our parliament next weeks, and so we'll ban surgeries, of course. But now, and then what? We need protocols. We need the public authorities that work on this to develop protocols, to develop policies on this field. So what should we do when a baby with diverse sex characteristics is born? So of course, in the project, this came directly from the health professionals. And another thing that was said is that not only GPs or other health care professionals need training, but also people working in healthcare facilities like staff,
like people in the administrative jobs. And for instance, trans people and waiting rooms in hospitals are always referred in this case, and it does not depend on health professionals but on staff working in healthcare facilities. So again, I hope and we hope that the project will display advocacy tools for this and also practical training tools for healthcare professionals. Dernière question.